À l'aube, le Sahel se réveille sans demander la permission. Deux chiffres cognent à la porte. 2,4 milliards autrefois estampillés aide deviennent un moteur national de crédit. Et 1 million de familles basculent de l'attente vers la propriété productive, avec environ 2400 $ par ménage pour semences, eau, outils et premiers stocks. Pourquoi cela vous concerne-t-il ? Et que dit Ibrahim Traoré de la souveraineté quand l'aide se mue en capital traçable, remboursé par récolte réelle plutôt que par paperasse ? Regardez la terre. Si la discipline suit l'argent, la dignité suit la récolte et la dépendance recule. Ce que le Burkina Faso a entrepris dépasse la réforme budgétaire. C'est une inversion du rapport de force. L'objectif, clair et mesurable, tient en 12 mots. Convertir chaque dollar de dépendance en un dollar de production nationale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays mise sur une décennie de crédits agricoles renouvelables, soutenu à 70% par l'État, 20% par la diaspora et 10% par des partenaires locaux. Le pari est risqué mais précis. Créer un système que nul bailleur étranger ne puisse se geler, retarder ou dicter. Cette promesse n'est pas idéologique. Elle est comptable. Chaque prêt est lié à une récolte, chaque remboursement à une donnée publique. Les familles rurales deviennent alors non plus des bénéficiaires, mais des investisseurs domestiques, engagés dans un cycle de responsabilité partagée. C'est là que le véritable enjeu se dessine. Prouver qu'un petit pays enclavé peut monétiser sa discipline et transformer la souveraineté en rendement. Et si ce pari réussissait ? Qui oserait encore dire que l'Afrique ne peut produire son propre crédit ? 2 chiffres suffisent à révéler le basculement. 2,4 milliards de dollars requalifiés en crédits agricoles et 1 million de familles déjà éligibles. Ces montants, jadis perdus dans les couloirs des bailleurs, deviennent aujourd'hui la première preuve tangible d'un modèle économique conçu et exécuté depuis Ouagadougou. Le président Ibrahim Traoré y voit la traduction pratique d'une idée simple. La souveraineté n'a de valeur que si elle se compte en récolte. Pendant des décennies, l'aide arrivait chargée de conditions, de rapports et de promesses qui n'atteignaient jamais la terre. Trop de réunions, trop peu de pompes. Le nouveau dispositif brise cette logique. Chaque ménage reçoit en moyenne 2400 $, avec un taux d'intérêt à un chiffre, garanti par l'État et surveillé via un registre numérique. Plus de 5000 forages, 10 000 pompes solaires et 1500 centres de stockage communautaire jalonnent désormais la campagne. Les agriculteurs n'attendent plus des inspecteurs venus de Paris ou de Bruxelles. Ils signent biométriquement entre voisins leur propre contrat de confiance. Ce renversement s'accompagne d'une mutation culturelle. Dans les villages de Koudougou ou de Fatane-Gorma, on parle désormais de remboursement, non d'assistance. Les coopératives locales, hier dépendantes de subventions, se constituent en guichets de crédit. L'État joue le rôle d'amplificateur. Il garantit les prêts, mais délègue la gestion à des agents communautaires formés sur place. L'ère des budgets opaques cède la place à la traçabilité publique. Chaque forage percé, chaque prêt déboursé, chaque remboursement validé s'affiche sur un tableau national consultable par tous. Ce qui ailleurs relève encore du discours devient ici routine. Un pays du Sahel finance sa production à partir de ses propres remboursements. Et cette cohérence nouvelle fait trembler l'ancien ordre de l'aide internationale. Sur les routes poussiéreuses du plateau central, le récit prend cher. Une mère montre son téléphone. Le solde de son microcrédit clignote, signe d'un remboursement validé. À quelques kilomètres, un jeune mécanicien règle la pompe solaire qu'il entretient désormais lui-même. Ce sont ces visages qui traduisent le basculement voulu par Ibrahim Traoré. Un passage de la dépendance administrative à la souveraineté mesurable. Les premières récoltes issues du programme affichent une hausse moyenne de 30 à 50 ans. Les factures d'importation baissent d'environ 200 millions de dollars par an et près de 200 000 emplois saisonniers apparaissent dans la chaîne de valeur agricole. Le crédit agricole ne finance plus seulement les semences, il alimente le transport, le stockage et la transformation locale. Chaque district, désormais, connaît son taux de remboursement, souvent supérieur à 90%. Dans les villages, on ne parle plus de projets de bailleurs, mais du fonds populaire, symbole d'une économie reprise en main. Pour comprendre la portée du mouvement, il faut écouter les coopératives. Elles ne demandent plus quand viendra l'aide, mais comment étendre leur capacité de prêt. Les rapports ne s'écrivent plus
pour les donateurs, mais pour les voisins qui investissent collectivement. Ce glissement d'état d'esprit, imperceptible pour un observateur extérieur, constitue pourtant le cœur du succès. Si la souveraineté se mesure en comportement, alors ce changement d'attitude vaut toutes les réformes institutionnelles. Et c'est bien ce que le Burkina Faso expérimente. Une confiance qui circule à la vitesse des récoltes. Tout commence par un pari, convertir une somme jadis symbolique, 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère, en un moteur de crédit productif sur 10 ans. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso décide que ce capital ne servira plus à financer des ateliers, mais des hectares. Le premier acte, en 2023, consiste à créer un fonds mixte où 70% du risque est porté par l'État, 20% par la diaspora et 10% par des partenaires locaux. Ce montage, inédit au Sahel, donne naissance à la Facilité nationale de crédit agricole. Dès la première saison, plus de 200 000 familles y adhèrent. Les prêts sont déboursés directement sur les portefeuilles mobiles, adossés à des coopératives rurales, chaque contrat est signé biométriquement et adossé à une récolte identifiable. Dans les régions de Koudougou, Kaya et Gawa, les premiers forages sont percés. Les images de pompes solaires neuves circulent sur les réseaux communautaires. Elles deviennent le symbole du changement. Les agriculteurs suivent en temps réel les remboursements sur un tableau public. La transparence, jadis importée par conditionnalité, devient désormais une vertu domestique. Au fil des mois, le mouvement s'amplifie. Les coopératives féminines se regroupent pour acheter des batteuses solaires, triplant parfois leur rendement. Des jeunes mécaniciens se lancent dans la maintenance locale. D'anciens migrants reviennent pour participer à la transformation des céréales. Le crédit irrigue la société comme l'eau dans la terre. Même en période de sécheresse, un système d'assurance paramétrique déclenche des compensations automatiques sans passer par les bailleurs. Ce réflexe d'autonomie consolide la crédibilité du modèle. Mais cette montée en puissance n'échappe pas aux observateurs étrangers. À Paris, Bruxelles et Washington, les agences de développement convoquent des réunions d'urgence. On s'interroge, comment une nation enclavée peut-elle gérer seule plusieurs milliards? Les rapports parlent de risque moral, de populisme budgétaire. Sur le terrain, les résultats contredisent les doutes. 92% de taux de remboursement, 30% de hausse des rendements, un premier excédent commercial en céréales locales depuis une génération. Lorsque la sécheresse frappe l'année suivante, le système tient bon. Les paiements d'assurance sont effectués en quelques jours, sans approbation extérieure. Cette réactivité bouleverse le récit. Le Burkina Faso ne réclame plus d'aide, il gère ses risques. Dans les campagnes, la fierté devient palpable. On parle de notre crédit, non de leur assistance. Les marchés reprennent vie, les jeunes restent au village, les femmes deviennent comptables et prêteuses. C'est une révolution tranquille, mais totale. Et pourtant, à chaque étape, une tension demeure. Jusqu'où un pays peut-il aller avant que l'ordre financier mondial ne tente de le freiner? Cette question suspendue entre succès local et pression internationale deviendra le fil rouge de la suite du récit. Au cœur du modèle burkinabé, les chiffres ne servent pas à décorer les rapports, ils constituent la colonne vertébrale du récit. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, 3 indicateurs structurent la déonce. La démonstration, rendement agricole, taux de remboursement et effet d'entraînement sur l'emploi. Premier indicateur, la productivité. Les rendements des cultures de base, mil, sorgho, maïs, riz et coton, ont augmenté de 30 à 50% dans les districts pilotes. Cette croissance est directement liée à l'accès au crédit et à la modernisation des équipements. Les 10 000 pompes solaires installées assurent une irrigation continue, même pendant les saisons sèches, tandis que les 1500 unités de stockage communautaire réduisent de 20% les pertes post-récolte. Ces chiffres ne traduisent pas seulement un gain agricole, mais un changement structurel. L'eau, l'énergie et la terre se coordonnent, enfin sous un même cycle économique. Deuxième indicateur, la discipline financière. Le taux de remboursement atteint 92% dans les zones couvertes par le programme. Chaque paiement est tracé par un tableau de bord national alimenté en temps réel. Plus de 80% des transactions sont effectuées via mobile money, supprimant les retards et les détournements. Cette visibilité transforme la confiance en actif économique. Les coopératives ne craignent plus l'endettement.
Elle le revendique comme un signe de fiabilité. La devise implicite devient payer, c'est produire. Troisième indicateur, l'emploi et la valeur ajoutée. En 2 ans, plus de 200 000 postes saisonniers ont été créés dans les métiers liés à la chaîne de valeur. Meunier, technicien solaire, transporteur, agence fintech. Chaque dollar investi dans la terre génère un retour social mesurable, une réduction des migrations rurales et une stabilité communautaire accrue. Les femmes, autrefois cantonnées à la vente informelle, deviennent désormais chefs de micro-entreprises et rurales. Les jeunes, quant à eux, trouvent dans la maintenance et la logistique un horizon professionnel jusque-là inexistant. Ces 3 indicateurs se répondent. La productivité alimente le remboursement finance la prochaine saison et l'emploi stabilise le système. Ainsi, le cycle vertueux du crédit souverain prend forme sans subvention extérieure. Même la sécheresse de 2024 n'a pas brisé la dynamique. Les assurances paramétriques ont déclenché automatiquement les compensations, préservant les taux de remboursement et la confiance des communautés. Ce modèle entièrement chiffré démontre qu'un pays du Sahel peut gérer des milliards avec rigueur et équité, sans dépendre d'auditeurs étrangers. Le calcul, ici, devient un acte politique. Et pour Ibrahim Traoré, chaque pourcentage n'est pas seulement une donnée. C'est une preuve que la souveraineté peut se mesurer à la décimale près. 2 lectures s'affrontent désormais autour du modèle burkinabé. La première, dominante dans les cercles financiers occidentaux, le décrit comme un pari dangereux. Un État pauvre ne devrait pas se substituer aux bailleurs, encore moins gérer plusieurs milliards sans supervision extérieure. La seconde, portée par Ibrahim Traoré et ses partisans, y voit au contraire la démonstration que la discipline budgétaire peut être endogène. Le risque systémique. Les agences de développement soulignent que transformer l'aide en crédit pourrait créer un aléa moral. Si les remboursements faiblissent, le trésor public serait exposé. Elles redoutent aussi la politisation du financement rural, craignant qu'il serve à renforcer un pouvoir exécutif déjà contesté par certains partenaires. Enfin, elle rappelle qu'un pays enclavé et vulnérable au climat ne peut s'isoler sans conséquences macroéconomiques. La souveraineté productive. Les promoteurs du programme répliquent avec des chiffres: 92% de taux de remboursement, 30% de hausse des rendements et 200 millions de dollars d'importations agricoles économisées chaque année. Ils ajoutent que la transparence numérique et la participation communautaire remplacent utilement la tutelle extérieure. L'endettement local n'est pas une dérive, mais une pédagogie collective. Prouver que le crédit, quand il est traçable, devient une école de citoyenneté. En résumé, le débat ne se résume pas à aide contre autonomie, mais à 2 conceptions de la stabilité. L'une fondée sur la surveillance extérieure, l'autre sur la responsabilité interne. Le modèle du Burkina Faso tente d'articuler les deux en fixant des garde-fous. Garantie partielle de l'État, audit public, assurance climatique. Ce n'est donc pas un repli, mais une reconfiguration. À la question « Peut-on bâtir la solvabilité sans tuteur ?» le Burkina Faso répond par l'exemple. Et, qu'on le veuille ou non, Ibrahim Traoré a déplacé le centre de gravité du débat africain du terrain des promesses vers celui des résultats. Une phrase suffit à marquer le tournant. Le crédit est devenu souverain. Au milieu du programme, ce constat résume tout. Ce qui n'était qu'un pari audacieux sous Ibrahim Traoré se transforme en système qui s'autorégule. Les données nationales confirment le basculement. 1% des 2,4 milliards de dollars initiaux ont déjà été recyclés par les remboursements. Les agriculteurs payent plus vite que les bailleurs ne débloquent leurs subventions. Le crédit du peuple n'est plus une métaphore mais une institution. Chaque prêt validé réapparaît comme capital pour la saison suivante. Les fonds circulent à la vitesse des récoltes sans passer par les capitales étrangères. Dans les marchés de Ouaïgouya ou Bobo-Dioulasso, la conversation a changé. On parle de taux, de rendement, d'assurance climatique. Les familles suivent sur leur téléphone les cartes de remboursement comme d'autres suivraient la météo. Ce que le monde appelait aide devient ici un moteur d'apprentissage collectif. Et quand la confiance se compte en chiffres, la souveraineté cesse d'être un discours. Elle devient un outil et, pour la première fois, un actif que le Burkina Faso possède entièrement. Les effets de la réforme dépassent la sphère économique. Ils redessinent la vie quotidienne de tout un pays. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso traduit la souveraineté en 4 dimensions tangibles: population, entreprise, jeunesse et territoire. D'abord, les ménages ruraux.
1 million de familles ont désormais accès à un crédit abordable entre 1800 et 2500 $, avec un taux d'intérêt inférieur à 10%. Les foyers qui empruntaient jadis à 30% auprès d'usuriers locaux stabilisent leurs revenus, planifient leurs semences et investissent dans l'irrigation. Les enfants restent plus longtemps à l'école, les femmes tiennent les registres comptables des coopératives, chaque remboursement devient une victoire domestique, chaque récolte un signe de confiance retrouvé. Ensuite, les entreprises locales. Le programme a engendré une micro-industrie rurale. Mécaniciens, transporteurs, meuniers, stockeurs, toute la chaîne de valeur se professionnalise. Les revenus augmentent, la dépendance aux importations décroît et les marges se redistribuent au sein du territoire. Les 1100 unités de stockage communautaire constituent désormais un réseau logistique qui alimente les marchés urbains. La production locale n'est plus un slogan, mais un maillage industriel. Puis la jeunesse. Le chômage rural recule. Des milliers de jeunes autrefois tentés par l'exil travaillent désormais dans la maintenance solaire, la distribution d'eau ou la transformation des céréales. Le crédit devient une école de discipline et d'autonomie. Il impose des échéances, des bilans, des responsabilités. Dans les lycées agricoles, l'exemple burkinabé s'enseigne comme un modèle de gestion publique participative. Cette génération, façonnée par la rigueur des remboursements, découvre que la souveraineté commence par la compétence. De plus, les territoires. Le programme a stimulé l'aménagement rural, 50 000 forages et 10 000 pompes solaires irriguent désormais les zones sèches. La migration vers les villes ralentit, les villages reprennent vie, les marchés régionaux s'interconnectent et forment un espace économique cohérent. Pour la première fois, la gouvernance se mesure à la transparence des données. Chaque prêt, chaque forage, chaque tonne stockée est visible sur le tableau national. La corruption devient plus risquée que l'honnêteté. Au-delà des chiffres, un changement d'identité collective émerge. Les Burkinabés ne se définissent plus par l'aide reçue, mais par la valeur créée. Les cérémonies de remboursement sont retransmises à la télévision nationale comme des actes de fierté civique. Ce moment marque le passage d'une économie de la dépendance à une économie de la responsabilité. Et lorsque les analystes étrangers s'interrogent encore sur la viabilité du modèle, les villages du Sahel, eux, avancent déjà, preuve que la souveraineté, ici, pousse à la vitesse des récoltes. À ce stade du programme, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les prochains mois détermineront si l'expérience du crédit souverain devient un précédent régional ou une singularité fragile. 3 trajectoires sont envisageables. La base, l'optimiste et la critique. La trajectoire de base. Le crédit continue de tourner au même rythme, avec un taux de remboursement supérieur à 90%. Les rendements agricoles se stabilisent autour de plus 45%, et les exportations locales compensent progressivement la baisse de l'aide extérieure. Les institutions financières nationales gagnent en maturité, et les données ouvertes deviennent la norme administrative. Ce scénario consolide le modèle sans bouleversement majeur. La souveraineté s'installe par habitude. L'optimiste. Si la diaspora augmente sa contribution et que la région adopte le modèle, le crédit souverain sahélien pourrait créer une plateforme commune entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les 3 pays mutualiseraient leurs réserves, négocieraient des achats groupés et lanceraient des obligations régionales adossées à la production. Les taux de croissance rurale dépasseraient 7%, avec un effet d'entraînement sur les infrastructures et la technologie agricole. Le modèle burkinabé deviendrait alors un label continental. Le critique. Une mauvaise saison climatique, une pression extérieure ou une erreur de gouvernance pourrait ralentir la dynamique. Si les remboursements chutent sous 70%, la confiance s'effriterait et le crédit pourrait redevenir dépendant de garanties internationales. Cependant, les garde-fous déjà en place, assurances paramétriques, audits communautaires, tableaux publics, rendent ce scénario moins probable à court terme. Et la clé, tout dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir la transparence et à élargir la participation. La stabilité du modèle repose moins sur les chiffres que sur la psychologie collective. Croire que la rigueur paie. Ibrahim Traoré le répète, ce n'est pas l'argent qui rend libre, c'est la discipline. Alors, si chaque dollar d'aide se transforme en dollar de production, combien de nations pourraient, à leur tour, racheter leur liberté ?
Au-delà des bilans et des chiffres, le projet de Ibrahim Traoré touche à quelque chose de plus intime, la dignité retrouvée. Ce que vivent les familles burkinabées n'est pas une réforme économique abstraite, mais une reconquête du quotidien. Dans un village du centre-nord, une mère raconte qu'elle n'a plus besoin de vendre ses bijoux pour acheter les semences. Elle consulte désormais son relevé de crédit sur un simple téléphone et planifie la saison prochaine avec ses voisines. Son fils, autrefois parti travailler à Abidjan, est revenu. Il entretient les pompes solaires du district. Leur histoire n'est pas isolée. Des milliers d'autres familles connaissent ce même basculement discret. L'attente se transforme en action. Les marchés aussi ont changé d'odeur. Là où régnait l'incertitude et la dette, on parle maintenant de prix, de rendement et de qualité. Chaque paiement effectué devient une preuve d'existence citoyenne. Le crédit ici est plus qu'un outil financier, c'est un langage de reconnaissance sociale. Le projet révèle ainsi 3 effets humains profonds. La sécurité émotionnelle de savoir que l'effort sera récompensé, la solidarité locale, quand une coopérative rembourse à temps pour permettre à une autre d'emprunter, et la fierté, celle d'être acteur d'une réussite collective que personne ne peut confisquer. Ces transformations n'apparaissent pas dans les communiqués officiels, mais dans les conversations du soir, quand les familles parlent non plus d'aide, mais de projet. Et peut-être, c'est le véritable miracle burkinabé. Une économie qui réapprend à battre au rythme du cœur humain. Transformer une idée en système durable exige une architecture claire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso avance selon une en 5 étapes interdépendantes, institutionnelles, technologiques, financières, sociales et régionales. D'abord, consolider les institutions locales. Chaque district agricole dispose d'un bureau de crédit communautaire doté de compétences en gestion et en vérification numérique. Ces unités servent de pivot entre l'État, les coopératives et les fournisseurs d'équipements. L'objectif ? Réduire à 0 la dépendance administrative envers les bailleurs étrangers d'ici 3 ans. Ensuite, numériser intégralement le circuit financier. Tous les prêts sont tracés sur une plateforme nationale ouverte intégrée au système de mobile money. Les remboursements, les défauts et les primes d'assurance y sont visibles en temps réel. Cette transparence devient un instrument de confiance publique. Puis, créer un fonds de stabilisation rurale. Alimenté par 10% des bénéfices agricoles, il sert de garantie mutuelle entre coopératives. Ce mécanisme réduit les risques de défaut et permet d'absorber les chocs climatiques ou logistiques. De plus, former et retenir les talents locaux. Des programmes d'apprentissage forment 5000 jeunes par an dans la maintenance solaire, la gestion d'eau et la comptabilité agricole. Ainsi, la compétence reste dans les villages, au lieu de migrer vers les capitales. Enfin, étendre le modèle au Sahel. Les discussions avec le Mali et le Niger visent à créer une plateforme de crédit régionale et des obligations communes adossées aux récoltes. À travers ces 5 leviers, Ibrahim Traoré cherche moins à séduire qu'à pérenniser, que chaque dollar remboursé devienne un maillon d'un système que plus personne ne pourra arrêter. Quand le soleil se couche sur les champs de mil, une scène se répète. Un agriculteur tend un reçu de remboursement à la caméra locale. Ce simple geste, anodin ailleurs, est ici un acte de souveraineté. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a redéfini la liberté comme la capacité de tenir parole en public, en chiffres, en récolte. Ceux qui, hier encore, dépendaient des cargaisons d'aide célèbrent aujourd'hui leurs propres résultats. Les femmes signent les registres, les jeunes comptent les sacs de grains, les anciens vérifient la qualité des semences. Chaque geste renforce un sentiment collectif, celui d'appartenir à un pays qui se relève par sa propre rigueur. Et quand une mère dépose son épargne dans une banque rurale, ce n'est pas un détail économique, c'est un symbole. La confiance a changé de camp. Elle n'habite plus les bailleurs, mais les citoyens. Ainsi la boucle se referme, du crédit à la dignité, du travail à l'héritage. Et le visage du Burkina Faso, que le monde redécouvre, n'est pas celui de la demande, mais celui de la maîtrise. Si cette histoire vous a ému, ne la laissez pas s'effacer dans le flux des nouvelles. Partagez-la, discutez-en, questionnez ce qu'elle révèle sur notre époque. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas seulement réformé un budget, il a rappelé au monde qu'une nation peut grandir sans permission. Ce récit n'appelle ni compassion ni scepticisme,
mais dialogue. Parce qu'à travers chaque champ irrigué, chaque pompe solaire et chaque reçu de remboursement, c'est une idée de la dignité qui se propage. Et si d'autres pays transformaient à leur tour l'aide en capital, la dépendance en compétences, combien de sociétés redéfiniraient alors leur futur au lieu de l'attendre? Le Sahel, longtemps décrit comme fragile, prouve aujourd'hui que la résilience est une forme d'intelligence collective. Chaque graine plantée avec discipline devient une déclaration de liberté. À vous maintenant de relayer cette vérité simple. La souveraineté commence dans la main qui sème. Regardez le sol. Écoutez le vent. Ce n'est plus la pluie qui décide de la récolte, ce sont les peuples qui la font pousser.